En bordure du rond-point des Champs-Élysées, au coin de la rue Montaigne, il y avait un confiseur, ou un chocolatier. Tout le rez-de-chaussée était extérieurement recouvert de marbre noir, uni, comme un tombeau. 3 vitrines se découpaient, sans encadrement, où, dans la peluche blanche, on ne voyait rien, que 2 ou 3 boîtes de bonbons ou de chocolat, les mêmes, mauve et argent. Après, c'était fini. La rue Montaigne n'était plus qu'une sorte de canal luisant sous la pluie entre les murs noirs des maisons. Il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Sinon, au premier plan, une charrette à bras, brancard en l'air, qui se reflétait dans le noir mouillé de l'asphalte. Et, très loin, à proximité du faubourg Saint-Honoré, l'arrière violacé d'un taxi en stationnement. Là-dessus, l'eau tombait avec un bruissement continu. De grosses gouttes se détachaient des corniches. Des gouttières se dégorgeaient de distance en distance sur le trottoir, et une haleine glacée s'exhalait des porches. Pour Dominique, la rue Montaigne aurait toujours une odeur de parapluie, de serge bleu marine mouillée. Elle se verrait éternellement à la même place, sur le trottoir de gauche, à 50 mètres du rond-point, devant une étroite vitrine, la seule de la rue avec la confiserie du coin, où s'entassaient des pelotes de laine à tricoter. On se moquait d'elle, elle le savait, on ne s'en cachait pas. De temps en temps, elle levait son nez un peu trop long, un peu de travers, lançait un regard tranquille à ses fenêtres en demi-lune de l'entresol du 27. 4 heures avaient sonné un peu plus tôt. On était en novembre. Ce n'était pas encore la nuit. On ne pouvait pas non plus parler de crépuscule. La grisaille qui avait régné toute la journée devenait plus épaisse, le gris plus sombre. Le ciel, au-dessus de la rue, restait faiblement lumineux. Ça et là, dans les maisons, les lampes s'étaient allumées. 2 gros globes blancs brillaient dans l'entresol aux fenêtres de demi-lune, où elles étaient 20, 25, peut-être davantage. Toutes filles de 15 à 20 ans, toutes en blouse grise, à travailler le carton, collant, pliant, se passant les boîtes l'une à l'autre le long de 2 longues tables, se tournant parfois vers la rue et éclatant de rire en se montrant la silhouette de Dominique sous son parapluie. C'était la 4e, non, la 5e fois qu'elle attendait de la sorte, et qui aurait pu croire que ce n'était pas pour son compte qu'elle attendait. Ses filles, en la voyant stationner un quart d'heure, une demi-heure, puis s'éloigner seules, devaient penser qu'il ne venait pas, qu'il ne viendrait jamais, et cela les mettait en joie. Pourquoi, aujourd'hui, au moment de franchir le rond-point, à l'instant de découvrir la perspective froide et mouillée de la rue Montaigne, qui avait l'air de s'égoutter, Dominique avait eu le pressentiment que c'était fini. Maintenant, elle en était presque sûre. Antoinette l'avait-elle senti, elle aussi? Pourquoi se raccrochait-elle à l'espoir, alors qu'il était déjà 4h20? Comme les dernières fois, c'était Dominique qui avait été prête la première. Elle ne craignait plus le ridicule. Elle était debout, chez elle, vêtue de son tailleur bleu marine, chapeautée, avec déjà ses gants, son parapluie sur une chaise à portée de la main. Depuis que les fenêtres étaient toujours fermées, il fallait plus d'attention, parfois de la divination, pour comprendre les allées et venues de la maison d'en face. Mais Dominique en était arrivé à si bien la connaître. Antoinette avait déjeuné là-haut, chez ses beaux-parents, comme elle le faisait depuis que la famille était rentrée de Trouville. Elle était gentille avec eux, vivait presque entièrement avec eux.
Tous les mercredis, tous les vendredis, il lui fallait inventer un prétexte. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'elle allait chez sa mère, dans ce grand immeuble de la rue Caulaincourt, dont les fenêtres donnaient à pic sur le cimetière? Sans doute, car elle avait téléphoné, en tenant la main devant la bouche pour étouffer sa voix, pour n'être pas entendue d'en haut. Elle avait profité d'un moment où Cécile était sortie. « C'est toi, maman? J'irai te dire bonjour cet après-midi. Enfin, tu me comprends. Oui, mais oui, heureuse. » Son sourire, pourtant, était un peu voilé. « Mais oui, maman, je fais très attention. Au revoir, maman. Un de ces jours, oui. » À table, chez les Rouet, elle avait dû se montrer gaie. Elle faisait tout ce qu'il fallait. Souvent, elle passait des heures en tête-à-tête avec sa belle-mère, comme pour payer la liberté de ses mercredis et de ses vendredis. À 3h30, elle n'était pas encore descendue, et il n'y avait de prête que Dominique. Madame Rouet avait-elle essayé de la retenir? 3h40. 3h45. Enfin, elle surgissait, pressée, fébrile, s'habillait avec des mouvements rapides, saccadés, des regards anxieux à l'horloge, mettait son manteau de soie noire, ses renards argentés. Dans l'escalier, elle devait remonter quelques marches pour prendre son parapluie oublié. Elle était dehors. Dominique la suivait. Elle longeait le trottoir de l'avenue Victor-Emmanuel, sans s'arrêter, sans se retourner. Le parapluie un peu penché à cause du courant d'air qui sévit toujours dans cette avenue. Elle retrouvait sa rue Montaigne. Est-ce que, pour elle ainsi que pour Dominique, la rue Montaigne avait cessé d'être une rue comme une autre? Pour Dominique, en tout cas, cette rue avait un visage, une âme, et cette âme, aujourd'hui, s'était tout de suite révélée froide, avec quelque chose de funèbre. Bien vite, à 20 mètres à droite, d'un geste machinal, Antoinette avait tourné le bec de canne d'une porte voilée d'un rideau crème. Elle était entrée dans le bar au-dessus duquel, placé trop haut, pendait une enseigne où on lisait en lettres d'un blanc cru « English Bar ». Il n'était pas arrivé, sinon il serait sorti aussitôt. Dominique n'avait fait qu'entrevoir, tout près de la porte, le haut comptoir d'acajou, les gobelets en argent, les petits drapeaux dans des verres, les cheveux roux de la propriétaire. Et il n'y avait personne, à part Antoinette qui devait se repoudrer machinalement en confiant à la patronne complice « Il est encore en retard ». Le petit bar était toujours vide, si discret qu'on pouvait passer 10 fois devant sans soupçonner son existence. Derrière le rideau épais, il n'y avait que 3 tables sombres, où il semblait que des femmes comme Antoinette se relayassent pour attendre, car elles ne se trouvaient jamais ensemble. Les minutes passaient. Les filles, dans l'atelier de cartonnage, sous les globes dépolis, épiaient toujours Dominique, qui attendait, et la plaignait ironiquement. Dominique était sans honte. Elle n'avait plus honte vis-à-vis d'elle-même, et quand, à travers la vitrine encombrée de pelotes de laine, une vieille dame la regardait trop fixement, elle se contentait de faire 2 ou 3 pas sous son parapluie, sans essayer de ne pas avoir l'air d'une femme qui attend. Au début, tout de suite après Trouville, il était là le premier. La toute première fois, Antoinette n'avait pas eu besoin d'entrer. Il guettait, écartant de la main le rideau de la porte. Il était sorti, avait murmuré quelques mots en observant les 2 bouts de la rue, puis avait marché devant. Elle l'avait suivi à quelques pas. Il rasait le mur,
tous les deux, et, un peu avant d'atteindre le faubourg Saint-Honoré, l'homme s'était retourné à demi avant de s'engouffrer dans le portail d'un hôtel. Les montants de la porte à 2 battants étaient blancs. Une plaque de marmorite annonçait « Hôtel de Montmorency ». Tout confort. On voyait un tapis rouge dans le porche, des palmiers en caisse. On recevait, en passant, des bouffées chaudes de chauffage central, l'odeur fade des hôtels d'habitués. Antoinette entrait à son tour. Un peu plus tard, un valet de chambre fermait les rideaux d'une fenêtre du premier étage. Une faible lumière brillait derrière ces rideaux, et c'était désormais le silence. Il ne restait dans la rue que Dominique, qui s'éloignait, la gorge serrée, la peau moite. Le moment était venu bientôt où Antoinette marchait la première, en sortant du petit bar. Elle marchait vite. Était-ce par crainte d'être rencontrée? Par honte? Pour s'enfoncer plutôt dans la chaleur de la chambre aux tentures d'un rouge sombre, où elle avait déjà ses habitudes? Peut-être, aujourd'hui, faisait-elle ses confidences à la femme rousse de l'English Bar, car elle était de celles qui peuvent dire leurs angoisses à une autre femme, à une femme comme celle-là, sachant tout, comprenant tout, surtout dans ce domaine. J'aurais cru qu'il laisserait au moins un mot. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Il a été convenu qu'au cas où il serait retenu ailleurs, il déposerait une lettre en passant. Peut-être a-t-il téléphoné, et Angèle a-t-elle pris la communication? Elle connaît déjà le nom de la bonne qui remplace parfois sa patronne au bar. Sur l'étagère, il y a 3 ou 4 lettres debout entre des verres. Les enveloppes ne portent que des prénoms. Mademoiselle Gisèle, Monsieur Jean. On entend la pluie qui tombe, et parfois le bruissement est un peu plus fort. Les gouttes, sur le bitume luisant, rebondissent plus haut. Il fait plus noir. Une loge de concierge s'éclaire. Une autre lampe à un étage. Quelqu'un s'approche, mais pénètre dans une maison avant d'atteindre l'English Bar. Il ne viendra pas. Dominique en est sûre. Elle pourrait s'en aller, mais elle a besoin de rester. Sa main droite est crispée sur le manche de son parapluie. Elle est toute pâle dans la mauvaise lumière, et les filles de la cartonnerie doivent lui trouver piètre mine. Peu importe. Elle n'a plus peur de ces regards qui émanent des maisons, ni des vies qu'on découvre en regardant par les portes ou par les fenêtres. Son attitude calme est un défi. Elle ne craint pas de passer pour une amoureuse qu'on va délaisser, et même, sans le vouloir, elle en prend l'attitude mélancolique, en mime l'anxiété, tressaille quand quelqu'un tourne le coin de la rue. Antoinette boit quelque chose avec une paille, regarde l'heure à la petite horloge posée sur l'étagère, compare avec celle de son bracelet-montre. 4h30. 4h35. Elle s'était promis d'attendre un quart d'heure, puis une demi-heure. Elle décide encore 5 minutes. Elle se poudre à nouveau, étend du rouge sur ses lèvres. Si par hasard il venait, vous lui diriez... Il semble que Dominique sente qu'elle va sortir, que des liens invisibles unissent les deux femmes. Elle abandonne son poste devant l'étalage de laine à tricoter, accorde un dernier regard aux fenêtres en demi-lune. Riez, mesdemoiselles, petites imbéciles que vous êtes, il n'est pas venu. Et Dominique est tout près de la porte du bar quand celle-ci s'ouvre, quand Antoinette sort, si fébrile qu'elle est un moment sans parvenir à ouvrir son parapluie. Leurs yeux se rencontrent. Une première fois, Antoinette n'a vu qu'une femme quelconque qui passait. Elle a regardé à nouveau, comme si quelque chose l'avait frappée.
A-t-elle reconnu le visage entrevu parfois à une fenêtre? Ou bien est-elle étonnée de voir sur un autre visage de femme comme le reflet du sien? Les yeux cernés de Dominique semblent lui dire « Il n'est pas venu, je sais. Je le prévoyais. Il ne viendra plus. » Cela n'a duré que quelques secondes. Est-ce que cela a duré de vraies secondes? Au coin du rond-point, elle espère encore. Marque un temps d'arrêt devant les boîtes mauves et argent de la confiserie. Un taxi passe, l'éclabousse. Elle espère que la voiture va s'arrêter, mais elle continue son chemin. Et Antoinette repart. Quitte la rue déserte, où, tout au bout, s'ouvre le porche blanc d'un hôtel, avec un tapis rouge, des palmiers, une chaleur qui a déjà le goût des corps qu'on dénude derrière les rideaux clos. Sa démarche est saccadée. Elle va appeler un taxi, se ravise, s'engage dans les Champs-Élysées. Elle s'arrête pour laisser passer une file de voitures. Un grand café, un orchestre. Elle glisse entre les tables, gagne le sous-sol dans un murmure de conversation. Il y a des gâteaux, du chocolat, des théières en argent sur les guéridons. Beaucoup de femmes. Certaines sont seules et attendent comme elle attendait tout à l'heure. Elle se laisse tomber dans un coin, sur une banquette de cuir vert, et, d'un geste machinal, rejette ses renards en arrière. Un thé. De quoi écrire? Son regard retrouve Dominique, qui s'est assise non loin d'elle, comme incapable de rompre le charme qui les attache l'une à l'autre. Ses sourcils se froncent. Elle fait un effort de mémoire. Pense-t-elle aux 2 billets anonymes qu'elle a reçus jadis? Non. Peut-être se demande-t-elle un instant si sa belle-mère l'a fait suivre? Mais non. Ce n'est pas possible. Elle hausse les épaules. Peu importe. Elle est pâle. Elle ouvre son sac, décapuchonne un stylo en or. Elle va écrire. Les mots étaient prêts. Et voilà qu'elle ne trouve plus rien. Promène autour d'elle des yeux qui ne voient pas. Soudain, elle se lève et se dirige vers les cabines téléphoniques. Réclame un jeton de téléphone. Reste un moment dans le silence d'une des cabines où on l'aperçoit à travers le losange vitré. Où a-t-elle appelé? Chez lui? Non. Plutôt dans un bar où il fréquente, plus haut dans ces mêmes Champs-Élysées. Elle doit dire un prénom. Il n'est pas là. Elle sort pour demander un autre jeton, lance à Dominique un coup d'œil où se lit quelque agacement. Non. Il n'est pas là non plus. Si bien que, laissant son thé refroidir, elle écrit. Elle déchire sa lettre, recommence. Elle a dû lui adresser d'abord des reproches. Maintenant, elle supplie, se fait trop humble. Cela se lit sur son visage. Elle mime sa lettre. Elle va pleurer. Déchire encore. Ce qu'il faut, un petit mot sec, indifférent. La plume devient plus pointue, les lettres plus hautes. Un petit mot qui... Elle lève la tête parce qu'une silhouette masculine passe devant elle et qu'une seconde elle a eu le fol espoir que c'était lui. L'inconnu est grand, lui aussi. Il porte le même par-dessus très long, d'une coupe élégante, le même chapeau de feutre noir. Il y a, aux Champs-Élysées, quelques centaines d'hommes qui sont habillés pareillement, marchent de la même manière, ont les mêmes gestes, le même coiffeur. Mais ce n'est pas lui. Son long visage pâle, ses lèvres minces au sourire si particulier.
Pourquoi Dominique l'a-t-elle, dans son esprit, appelé l'Italien? Elle jurerait qu'il est italien. Non pas un Italien pétulant ou langoureux, comme on se les représente. Un Italien au dehors froid, aux gestes mesurés. « Garçon !» C'est un pneumatique qu'elle a écrit en fin de compte. Elle le colle du bout de la langue. Le garçon appelle à son tour. « Chasseur !» Il fait clair. Il fait chaud. L'air est bruissant de voix, de musique, des chocs de verre et de soucoupes. Tous les visages sont roses à cause de l'éclairage. Et on n'imagine pas qu'il pleut dehors, que la rue Montaigne a de plus en plus l'air d'un canal, sans personne sur le long reflet d'eau, tandis que les lampes électriques s'allument de proche en proche sur les bords. Antoinette n'a plus rien à faire. Elle ne peut pas rentrer déjà. Elle regarde autour d'elle, croit reconnaître une jeune femme en brun qui tient un petit chien sur les genoux. Elle commence de sourire. La femme l'observe sans comprendre. Et Antoinette s'aperçoit qu'elle s'est trompée, qu'il n'y a qu'une vague ressemblance. Elle reprend contenance en buvant une gorgée de thé, qu'elle a oublié de sucrer. Sent-elle toujours la présence de Dominique, ses yeux fixés sur elle, si ardents qu'elle devrait en percevoir le fluide? Elle est longtemps sans se tourner de son côté. Puis, après un coup d'œil furtif, son regard revient, interrogateur. Elle est trop désemparée pour être fière. « Pourquoi, semble-t-elle demander, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi est-ce vous qui paraissez souffrir ?» Et Dominique frémit des pieds à la tête. Elle vit cette heure amère avec autant d'intensité, sinon plus, qu'Antoinette. Elle apprécie l'ironie de cette musique, de cette foule, alors que ce qui était prévu, c'était l'intimité chaude de la chambre du premier, dont la banalité elle-même est une séduction de plus. Antoinette a vécu à Trouville. Un beau jour, Dominique a découvert qu'on bouclait des malles aux 2 étages à la fois. Tout le monde est parti le soir, avec Cécile et la domestique des parents Rouet. On a fermé les volets. Pendant des semaines, Dominique n'a eu devant les yeux que ces volets clos. Elle n'avait même plus, près d'elle, les échos de la vie des Cailles, car ils étaient partis, eux aussi, passer quelques semaines dans une petite villa que les Plissoneaux avaient louée à Fouras. Les Cailles lui ont envoyé une carte postale terne, mal imprimée, représentant quelques pavillons pauvres derrière une dune, et ils ont tracé une croix sur un de ces pavillons. Elle ne connaît pas la propriété des Rouet. Elle n'a vu Trouville qu'une fois, pendant quelques heures, quand elle était jeune et qu'on portait encore des maillots de bain rayés. Elle ne peut pas l'imaginer. Elle sait seulement qu'ils sont en deuil, qu'ils ne peuvent donc se mêler à la joie des vacances. Pendant un mois, Dominique a gravité à vide dans sa solitude, prise parfois d'une telle angoisse qu'elle avait besoin de se frotter à la foule, à n'importe quelle foule, celle de la rue, des grands boulevards, des cinémas. Elle n'a jamais autant marché de sa vie, à en avoir mal au cœur, dans le soleil, devant les terrasses, dans des rues calmes comme des rues de province, où elle enfonçait son regard dans les fenêtres, trous d'ombre des maisons. Là-bas, Dieu sait comment, Antoinette faisait la connaissance de l'Italien. On l'avait emmenée hostile, inerte, comme un otage. Elle suivait ses beaux-parents à contre-cœur, n'osant pas les heurter de front, pensant au jour où elle serait libre. Et voilà qu'au retour, on aurait pu croire qu'elle était leur fille. Dès la rentrée, à cause de l'habitude de Trouville, où ils vivaient en famille, elle prenait ses repas en haut. On faisait en quelque sorte ménage commun. Et,
quand ce n'était pas Antoinette qui montait l'après-midi, c'était Madame Rouet qui descendait, sans que sa canne eût l'air de menacer. Il n'avait pas fallu 3 jours à Dominique pour comprendre. À 11 heures, chaque matin, elle avait aperçu un homme qui passait et repassait plusieurs fois. Et, derrière la fenêtre, le doigt d'Antoinette faisait « Non, pas aujourd'hui, pas encore ». Il fallait d'abord organiser la vie de Paris. Il fallait prévenir sa mère. La première sortie avait été pour la rue Caulaincourt. Une Antoinette exubérante, épanouie, qui devait lancer son chapeau dans la salle à manger, se laisser tomber dans un fauteuil. « Écoute, maman, il y a du nouveau. Il faut que je te raconte. Si tu savais. » Rue Caulaincourt, on parle librement, on s'ébroue, on se tient n'importe comment, on donne le champ libre à ses humeurs. On est chez soi. Les filles et leur mère sont de la même race. Si tu savais quel homme c'est, alors, tu comprends, je file doux, je fais la cour à la vieille, je passe des après-midi à coudre auprès d'elle. Il me faut au moins 2 après-midi de libre par semaine. Je serai censé venir te voir. Elle a couru les magasins, acheté de nouvelles toilettes, qu'elle a choisies assez sobres, à cause de la vieille. Un jour, enfin, le doigt, derrière la fenêtre, a dit « Oui ». Puis il a précisé « 4 heures ». Antoinette a chanté. Elle est restée 1 heure enfermée dans la salle de bain. Elle a dû se montrer trop gaie à table, à moins que, pour mieux les tromper, elle n'ait simulé l'abattement. Elle vit. Elle va vivre. Elle a commencé à vivre. Son âme, sa chair, sont satisfaites. Elle va le voir, être seule avec lui, nue contre lui. Elle va vivre l'unique vie qui vaille d'être vécue. Elle en trébuche sur le bord du trottoir, néglige de regarder derrière elle. Au coin de la rue Montaigne, elle cherche. Elle ne connaît pas encore le petit bar dont on lui a donné l'adresse. Une main soulève le rideau. La porte s'ouvre. Un homme marche. Elle le suit. Disparaît derrière lui, happé par le porche tiède de l'hôtel. Les jours, depuis, ont raccourci. Les premières fois, du soleil traînait encore par les rues. Maintenant, dans les maisons, les lampes sont allumées. Et quand, la semaine précédente, Antoinette est sortie de l'hôtel de Montmorency, quelques instants avant son compagnon, et qu'elle a hélé un taxi, au coin de la rue, pour franchir les quelques centaines de mètres qui la séparent de chez elle, il faisait tout à fait nuit. C'est fini. Il ne viendra plus. Dominique a la certitude qu'il ne reviendra plus. La dernière fois, ils sont demeurés tous les deux 1/4 d'heure dans le petit bar. Pourquoi? Sinon parce qu'il lui expliquait qu'il ne pouvait pas rester avec elle ce jour-là, qu'une affaire réclamait sa présence ailleurs, et qu'elle devait supplier. Rien que quelques minutes. Ils sont assis dans le coin près de la fenêtre. Le bar est si exigu qu'il faut parler bas. Pour ne pas les gêner, la propriétaire descend par l'escalier en colimaçon qui s'amorce derrière le comptoir et conduit à la cave transformée en cuisine. Ils chuchotent, se tiennent la main. L'homme est ennuyé. Rien que quelques minutes. Elle a conscience qu'elle le perd. Elle se refuse à le croire. Il se lève. Vendredi? Impossible vendredi. Je dois partir en voyage. Mercredi? On est ce mercredi-là,
et il n'est pas venu. Tout à l'heure, dans un bar du haut des Champs-Élysées, le barman lui remettra un pneu à son nom. Il sera avec des amis. Il laissera tomber. Je sais ce que c'est. Peut-être fourrera-t-il la lettre dans sa poche sans la lire. Garçon. Les mains moites, elle fouille dans son sac pour y chercher de la monnaie. Et son regard, encore une fois, tombe sur Dominique, qui la fixe. Qu'importe à Dominique? Est-ce que les filles de la cartonnerie ne se moquaient pas d'elle? Elle ne feint même pas de s'intéresser à autre chose. Elle est comme le petit frère et la petite sœur qu'elle appelait aussi les petits pauvres, quand elle avait 6 ans. C'était à Orange. Tous les jours, à la même heure, sa bonne la conduisait sur le mail, avec ses jouets. On s'installait sur un banc, et invariablement, les 2 petits pauvres venaient se planter à 2 ou 3 mètres. Le frère et la sœur, haillonneux, le visage barbouillé, des croûtes dans les cheveux et au coin des lèvres. Sans honte aucune, il restait là, à la regarder jouer toute seule. Il ne bougeait pas. La bonne leur criait « Allez jouer plus loin !» Il ne faisait que reculer d'un pas et s'immobiliser à nouveau. « Ne vous approchez pas d'eux, Nick. Vous attraperiez des bêtes. » Ils entendaient. Cela devait leur être indifférent, car ils ne bronchaient pas, et la bonne finissait par joindre le geste à la parole, se levait, agitait les bras, faisait comme pour chasser des moineaux. Brrr! Peu importait qu'Antoinette haussât les épaules en passant devant elle. Elle lui envoyait quand même son message. Ce n'était qu'un regard. Tant pis si on ne le comprenait pas. Ce regard-là disait « Vous voyez, je sais tout, depuis le commencement. Je n'ai pas compris au début, et j'ai été bêtement méchante. J'ai écrit les 2 billets pour vous faire peur et vous empêcher de jouir de votre crime. Je ne vous connaissais pas encore. Je ne savais pas que vous ne pouviez pas agir autrement. C'était la vie qui vous poussait. Vous aviez besoin de vivre. Vous avez tout fait pour cela. Vous auriez fait davantage encore. Vous avez suivi à Trouville le dragon de la tour. Vous avez contemplé de loin les gens qui s'amusaient, qui avaient l'air de vivre. Et, pour vivre, vous aussi, vous avez eu le courage d'aller prendre vos repas là-haut, de sourire à Madame Rouet-Mère, de coudre en face d'elle, d'écouter ses interminables souvenirs sur sa larve de fils. Les minutes du petit bar, les heures de l'hôtel de Montmorency, suffisaient à payer tout ça. Vous les prolongiez. Vous prolongiez le contact d'une peau sur votre peau, et le soir, seul dans votre lit, vous cherchiez encore à travers votre odeur un peu de l'odeur de l'homme. Il n'est pas venu. Il ne viendra plus. Je sais. Je comprends. Pendant des semaines, vos fenêtres ont été fermées, et le brin des volets prolongeait sinistrement le brin du mur. Il n'y avait plus rien de vivant en face de moi, rien non plus dans l'appartement. J'étais seul. Je mettais mon chapeau sans me regarder dans la glace. Je descendais dans la rue comme les pauvres, qui n'ont à eux que ce que le passant laisse traîner de lui en s'éloignant. Je suis là. Il n'est pas venu. Tout est fini. Qu'est-ce que nous allons faire? Par instant, il semblait à Dominique qu'Antoinette allait s'approcher d'elle, lui parler. Elles sortiraient ensemble du vaste café grouillant, s'enfonceraient côte à côte dans le calme mouillé du soir. Tant d'efforts, tant d'énergie, tant de volonté farouche pour aboutir à... Fallait-il tout recommencer? En chercher un autre? D'autres jours sans doute que le mercredi et le vendredi? Un petit bar différent et pareil? Un hôtel dans lequel on s'engouffre l'un derrière l'autre? C'était une question, maintenant, qu'exprimaient les yeux de Dominique, parce qu'Antoinette savait mieux qu'elle. Est-ce cela?
Était-ce à cela qu'elle rêvait certaines nuits, qu'elle ne pouvait pas dormir, et qu'accoudée à sa fenêtre, en chemise de soie, les épaules blanches de lune, elle contemplait le ciel? Était-ce à cela qu'elle pensait, quand, une main sur le chambranle de la porte, elle attendait que son mari fût mort pour entrer dans la chambre et verser le médicament sur le terreau du phénix Robellini? Antoinette souffrait. Elle souffrait tellement qu'elle aurait été capable, là, devant tout le monde, de se traîner aux pieds de l'homme s'il était entré. Et pourtant, Dominique l'enviait. Elle prenait pour elle volait furtivement, au passage, une part de tout cela, le bon et le mauvais. La vue du petit bar lui donnait un choc au cœur. Sa peau s'humectait quand elle passait devant la façade crémeuse de l'hôtel de Montmorency. Qu'est-ce qu'elles allaient faire, à présent? Car Dominique ne pouvait pas imaginer qu'il n'y eût plus rien. La vie ne pouvait pas s'arrêter. Elles prirent, l'une derrière l'autre, la première rue à droite. Franchirent comme un fossé le rectangle lumineux d'un cinéma. Les vitrines étaient brillamment éclairées. Les autobus, parce que la rue était étroite, passaient au ras des trottoirs. Des silhouettes se croisaient, se frôlaient. Antoinette se retourna, impatiente, mais, derrière elle, dans les hachures de pluie, il n'y avait qu'une petite personne insignifiante sous un parapluie, une silhouette banale, une femme ni jeune ni vieille, ni laide ni jolie, pas très bien portante, trop pâle, le nez un peu long, sévèrement de travers. Dominique, qui marchait à pas pressés le long des étalages, comme n'importe quelle femme qui va n'importe où, en remuant les lèvres, dans la solitude de la foule.